My mother was Ingrid Bergman. She was a big Hollywood star. Ma mère, Ingrid Bergman, était une grande star hollywoodienne dans les années 40. Juste après la guerre, elle s'est rendue en Europe pour soutenir les troupes américaines. C'est à Paris qu'elle a rencontré Robert Capa, le grand photographe de la Seconde Guerre mondiale. Ils se sont rencontrés au Ritz. Ils se sont plu immédiatement et ils sont tombés amoureux. Il l'a à nouveau croisé quelques semaines plus tard à Berlin. Ils étaient vraiment amoureux. Tout du moins, elle l'était, puisqu'elle en parle dans ses mémoires. Voilà comment j'ai appris l'histoire. Ma mère m'a fait lire le manuscrit de son livre avant sa publication. J'étais très surprise. Je lui ai dit « Tu as une aventure avec Robert Capa ?» Mais c'était mon héros. Capa voulait faire du cinéma. Elle est repartie à Hollywood pour tourner un film avec Hitchcock et il l'a rejointe. Mais à Hollywood, Ingrid Bergman est encore mariée et elle redoute un scandale qui pourrait être fatal à sa carrière. Robert Capa doit prétexter d'une commande de Life Magazine pour la rejoindre discrètement sur le plateau des Enchaînés qu'elle tourne sous la direction d'Alfred Hitchcock. Cette première série de photos prises par un photographe amoureux d'une actrice illustre les liens étroits qui vont unir les photographes de la prestigieuse agence Magnum Photo au monde du cinéma. De cette rencontre de deux mondes qu'a priori tout opposent, naît un témoignage photographique unique qui va bouleverser notre regard sur le 7e art. Dès sa création en 1947, Magnum Photo s'inscrit dans l'histoire. Fondée par Robert Capa, David Seymour, George Roger et Henri Cartier-Bresson, elle est la première agence à imposer l'indépendance des photographes face à la presse et à revendiquer leur statut d'auteur. Elle compte aujourd'hui environ 70 membres en activité, dont certains des plus grands noms de la photographie. Dans ces boîtes se trouvent des photos iconiques qui témoignent de l'engagement de ces photographes à observer le monde, et d'autres prises en marge de leur activité de photojournaliste, des photos de cinéma. Des images imprimées dans notre imaginaire collectif, mais dont souvent nous ignorons les auteurs. Une poignée de photographes, à la fois artistes et témoins de leur temps, qui ont arpenté le monde, traversé des guerres et se sont parfois arrêtés sur un tournage. C'est un peu par hasard que leur chemin a croisé celui du cinéma. Et ce hasard s'appelait Robert Capa. Capa est né à Budapest. Il a fait ses études en Allemagne et il est arrivé à Paris en 1933. À cette époque, je pense que le cinéma occupait une place très importante dans ses projets d'avenir. Dans les lettres qu'il a envoyées à sa mère de Paris, il écrivait qu'il deviendrait un grand réalisateur. Bon, Capa, c'est un personnage très compliqué. Il voulait faire un peu partie de ce milieu, mais en tant que personnage, parce qu'il cultivait son personnage quand même. Et du coup, le cinéma, c'était le meilleur milieu pour développer ça. Comme l'a écrit Alain Bergala, le cinéma a joué tout au long de la vie de Robert Capa un rôle d'alternative imaginaire. Un refuge fantasmatique pour échapper à sa vie et à cette image de photographe de guerre qui lui collait à la peau. Le monde sophistiqué et luxueux du cinéma, comme antidote à la guerre et à ses horreurs. C'est Ernest Hemingway qu'il rencontra pendant la guerre d'Espagne, qui le premier lui ouvrira les portes d'Hollywood. En 1940, puis en 1941, il est allé voir Hemingway à Sun Valley. Il y a rencontré des grands noms d'Hollywood, Gary Cooper, Howard Hawks. Il était joueur, taquin. C'était un personnage très sympathique. Ils tombaient tous sous son charme. Les femmes, les réalisateurs, les hommes d'affaires. Il parvenait toujours à ses fins. Mais en 1941, l'attaque de Pearl Harbor précipite les États-Unis dans la guerre. Et Capa obtient enfin son laissez-passer pour l'Europe. C'est au gré de ces rencontres de guerre, et souvent autour d'une table de poker, qu'il agrandira encore le cercle de ses relations hollywoodiennes. Capa était très proche de beaucoup de réalisateurs qui étaient dans l'armée américaine.
ou du moins qui étaient rattachés à l'armée, tout comme Robert Capa, même s'il n'y a pas servi. Les réalisateurs, ils venaient avec les soldats américains. Il y en a beaucoup qui avaient été engagés pour filmer justement le débarquement et tout ça. Et comme Bob était aussi au premier rang, ils se sont retrouvés plus ou moins ensemble. Il y a quand même aussi chez Capa, je pense y compris aux photos du débarquement, comme ça, il y a quelque chose chez lui de la fascination de la fiction. Les photos du débarquement, c'est des photos de fiction. Tout ce qui se passe sur ces photos fait que ça devient de l'imaginaire et plus du documentaire. Quand on les voit, c'est comme si on voyait un film après coup sur le débarquement. Il photographiait comme on fait du cinéma. Je pense particulièrement à une photo qu'il a prise en Afrique du Nord, où l'on voit un avion en train d'atterrir. La piste est déserte. Il y a juste un homme qui attend cet avion. On dirait un film d'Hitchcock. Il y en a une autre prise dans le désert, où des chameaux galopent vers lui. On pense immédiatement à Laurence d'Arabie. Il avait un sens visuel très cinématographique. Même lorsqu'il ne se passait pas grand-chose, il se débrouillait pour raconter une histoire. Quand il rejoint Ingrid Bergman en 1946, Capa n'est pas un inconnu à Hollywood. Il est même engagé par un studio comme apprenti réalisateur-producteur. Il n'était pas très à l'aise à Hollywood. Là-bas, on ne peut pas se déplacer sans voiture, et il conduisait comme un pied. Et il a cassé des voitures. Hollywood n'amuse pas Capa. Il se préfère en reporter qu'en figurant. Et Ingrid Bergman parle de mariage, de famille. Robert savait qu'il ne ferait pas un bon mari. Il savait qu'il risquait de mourir en couvrant des conflits, et c'est ce qui est arrivé. Ma mère disait toujours que si ça n'avait tenu qu'à elle, il se serait marié, mais il n'était pas disponible. Et puis elle épousait mon père, qui était un peu le même genre d'homme. Il a dit adieu à Bergman et il est rentré à New York au début du printemps 1947. Je suis allé le voir à ce moment-là. Il était très déprimé parce que son expédition à Hollywood n'avait débouché sur rien. C'est à New York, lors d'une réunion au restaurant du MoMA, que la décision de fonder Magnum Photo est prise. Magnum, c'était son idée. Il en rêvait depuis 1938, si ce n'est plus tôt. Une agence qui pourrait gérer les commandes et la distribution pendant que les photographes étaient sur le terrain. La jeune agence est une structure révolutionnaire pour l'époque. Elle représente, comme le disait Cartier-Bresson, une communauté de pensée et garantit aux photographes la propriété exclusive de leurs négatifs et de leurs tirages. Avant cette époque, le droit d'auteur n'existait pas. Quand on travaillait pour Life, on donnait son négatif. On était comme un plombier en quelque sorte. Il pensait que les photographes devaient être traités avec plus de respect, avoir le droit de choisir leur sujet et de s'exprimer librement, plutôt que de simplement répondre à des commandes. Ça a été très difficile pour ces pionniers de la photographie, car aucun magazine, pas même Life, ne voulait se plier à ces nouvelles règles. C'est un fait. Magnum a cruellement besoin d'argent, et Capa, en homme d'affaires avisé, voit dans ses relations avec Hollywood le moyen de renflouer les caisses de l'agence. L'idée a germé dans sa tête de montrer comment opéraient les réalisateurs américains. Et le making-of, ça part de là. C'était une très bonne idée de faire des reportages sur les films, sur les acteurs, sur les décors, pour en faire la promotion dans les grands magazines. Il y avait le photographe de plateau qui faisait les photos du tournage, mais parfois on engageait un second photographe qui faisait des photos spécialement pour les grands magazines. Ces grands titres voulaient des photos exclusives, pas les photos de plateau qui étaient distribuées à tout le monde. Au tournant des années 40-50, Capa trouvait ses propres commandes, ce qui lui permettait de rejoindre ses amis dans les merveilleux endroits où il tournait. Mais il était avant tout un reporter. Plus tard, il a dénigré son travail sur le cinéma. J'ai fait du cinéma, c'est derrière moi, j'ai envie de revenir à la vraie photographie. Il a ajouté, j'ai envie de voyager, j'irai peut-être en Indochine. C'était 1 an avant son départ.
Vers la fin, il pensait que la photographie n'était pas faite pour un homme de son âge, ce qui signifiait que ça ne l'excitait plus autant qu'avant. Et partir en Indochine était vraiment une folie. Magnum a pu continuer grâce à Chim. Personne ne pensait que l'agent survivrait à Capa parce qu'il était le patron, même s'il avait une gestion un peu particulière. Tout le monde s'est réuni en disant qu'il ne fallait pas laisser tomber. Mais c'est Chim qui était le plus déterminé. Je me souviens très bien de Chim Seymour. C'était un très bon ami de Capa. Quand Capa est mort, il venait souvent chez nous. Je ne sais pas si maman et lui essayaient de se consoler mutuellement de la mort de Bob. Je me souviens de son visage. Il avait toujours un Leica autour du cou et il prenait des photos constamment. C'était comme s'il y avait deux êtres en lui. Un individu normal qui discutait avec les autres et un autre qui remarquait les choses et les fixait avec son appareil. Il a créé une sorte de mystique autour de ma famille. Les plus belles photos de l'histoire d'amour de ma mère et mon père Roberto Rossellini et de nous, leurs 3 enfants, ont été prises par Chim. Après la mort de Capa, 2 personnes ont veillé sur Magnum comme sur leur enfant. L'un d'entre eux était Ted Patrick, le rédacteur en chef de Holiday, et l'autre, John Huston. Ils ont toujours fait confiance à Magnum en engageant les jeunes recrues de l'agence. Ils ne l'ont pas regretté. Cette origine-là, elle est très importante à Magnum. Beaucoup de photographes après ont suivi la même ligne, c'est-à-dire, voilà, je suis ami avec John Huston, je fais tout avec John Huston. Il n'y a pas eu de politique en disant on va couvrir le champ. Chacun cherchait individuellement, mais par affinité élective. Enfin, le fait de faire des 3F quand même, ça, c'est pour faire tout négatif. On comprensait un tout petit peu la différence, mais un tout petit peu, pour que ça reste naturel. Et c'est... Non, c'est bien ça. Immédiatement, les photographes de Magnum ont eu le besoin de se démarquer, de donner leur empreinte à ces images. Et ce qu'on a vu dans tout ce matériel, c'était qu'il y avait vraiment un regard, si on peut dire Magnum, sur le cinéma, qui reflète un peu l'humanisme, la vision de Magnum par rapport aux événements. Quand on arrive sur un plateau, on ne recherche rien de particulier. On regarde ce qu'on a devant les yeux et on essaie d'en faire quelque chose. Ce n'est pas sorcier. Évidemment, ce qui est très beau dans les photos de Magnum, c'est qu'ils étaient en amont. Sur le tournage, ils ne photographiaient pas forcément ce qui était obligatoire à photographier. Et ils filmaient parfois l'après-tournage. On a des photos où on voit des cinéastes au montage. Personne ne va photographier des cinéastes au montage. Ça veut dire qu'ils avaient une vision beaucoup plus complète de l'acte de faire un film. Il fallait trouver ce qui pouvait intéresser un magazine. En tant que photojournaliste, on était doué pour ce genre de travail. Parce qu'on avait une approche différente. On pouvait attaquer le sujet de biais plutôt que frontalement. Ils regardaient autour, ils regardaient à côté et ils s'intéressaient à tout. Et notamment aux gestes. Ils attrapaient des gestes du travail. Par exemple, à l'époque, le type qui mesurait avec 1 mètre la distance à la caméra. Donc ça, c'est une des vraies caractéristiques de Magnum. Et puis, il y avait surtout de la qualité. Ils apportaient des angles, des façons de photographier, des sujets, des angles sur les sujets que les autres n'apportaient pas. Le facteur important, je pense que c'est le temps. Réussir à créer une série d'images, qu'on puisse les regarder dans 20 ans ou dans 30 ans et qui puissent avoir toujours la même force, le même intérêt qu'ils peuvent avoir aujourd'hui. Les photographes de Magnum ont pris la mesure du monde. Et leur approche documentaire est aux antipodes des photos produites par les studios. Ils ont fait entrer une bouffée d'air frais et de naturel dans un monde sous l'emprise du papier glacé, de la retouche et d'une idée un peu stérile de la perfection. In 1954, I was based out of Hollywood.
En 1954, j'étais à Hollywood. J'étais venu travailler sur un film produit par Stanley Kramer, Ouragan sur le Caine. La vedette du film était Humphrey Bogart, et je ne sais vraiment pas pourquoi, mais M. Bogart m'a adopté. Il est devenu mon mentor. C'est Billy Wilder qui l'a présenté à Humphrey Bogart. Ils ont tout de suite sympathisé parce que Bogart était de New York et qu'ils se ressemblaient. C'était des durs à cuire, très sûrs d'eux. Ils s'aimaient beaucoup. L'une des marques de confiance de Bogart envers Dennis, c'est qu'il s'est laissé photographier sans son postiche. Personne ne savait que Bogart était presque chauve. Dennis a fait de très belles photos de Bogart sur un bateau où l'on voit son crâne dégarni. Il a eu la gentillesse de me présenter à beaucoup de gens de cinéma, parmi lesquels Nicholas Ray. Nick avait l'habitude de faire des soirées tous les dimanches. J'ai été invité à l'une d'elles. Il m'a pris à part et m'a conduit vers un jeune homme en me disant « Dennis, je te présente James Dean ». Je n'avais jamais entendu parler de lui. Durant la discussion, Jimmy m'a dit « Je viens de finir un film qui s'appelle À l'Est d'Éden. Ça vous dirait de venir le voir ?» J'ai accepté l'invitation et j'ai été bluffé par sa performance. Après la projection, je suis allé le trouver et je lui ai dit « C'est merveilleux, j'ai adoré votre travail. J'aimerais faire un reportage sur vous. » Dennis Stock suivra James Dean pendant 2 mois, d'Hollywood à Fairmont, Indiana. De 9 à 19 ans, il a été élevé par son oncle et sa tante, qui m'ont accueilli à bras ouverts. C'étaient des gens très chaleureux. Je suis resté très lié à la famille. Mais pendant mon séjour chez eux, j'ai senti que Jimmy ne reviendrait jamais. Ce qui était tragique, c'était l'incapacité de Jimmy à comprendre la chance qu'il avait. C'était une âme blessée qui se cognait partout en cherchant Dieu sait quoi. Un matin, il m'a dit « Je veux te montrer quelque chose. » On est allé dans un magasin de meubles, on a traversé une première salle, et dans une deuxième, il y avait des cercueils. Il a sauté dans l'un d'eux. On a fait une série de photos où il pose dans le cercueil en faisant des grimaces comme un gosse. À la fin de la séance, je lui ai dit « Ne bouge pas, regarde-moi ». Il s'est redressé et m'a regardé. J'aime croire que cette photo laisse voir à quel point il était perdu. Il ne menait pas du tout la vie d'un acteur sur le point de devenir une star. New York l'épuisait. Je l'ai suivi dans tous les lieux qu'il fréquentait. J'ai rencontré ses proches. Au bout du compte, le plus intéressant était de le photographier sous la pluie à Times Square. We probably have a great many young people watching our show tonight, and for their benefit, I'd like your opinion about fast driving on the highway. I used to fly around quite a bit, took a lot of unnecessary chances on the highway. And I started racing, and now I drive on the highways and I'm extra cautious. Jimmy m'a dit qu'il devait participer à une course le week-end suivant et il m'a demandé si je voulais l'accompagner. Ma première réaction était d'accepter. Je n'ai jamais compris pourquoi, mais je l'ai regardé et je lui ai répondu « Je ne peux pas ». Take it easy driving. Life you might say might be mine. Disons que c'était un coup de chance de ne pas être avec lui ce jour-là. Quand on a ce genre de relation, ça rend les choses très différentes. Ça permet d'atteindre ce niveau d'intimité. L'exemple parfait, c'est Marilyn Monroe et Eve Arnold. Elles étaient très amies et totalement à l'aise ensemble. Marilyn avait vu une série de photos que j'avais faites de Marlène Dietrich. C'était au début des années 50, ça devait être en 52.
À cette époque, les photos étaient toutes retouchées, tout était très mis en scène. Mais moi, je ne savais rien de tout ça. J'étais une photojournaliste. J'ai photographié Marlène comme elle était. Elle ne posait pas, il n'y avait pas de décor, pas d'éclairage, pas de pied, juste moi et elle qui chantait. Quelque temps plus tard, je suis allée à une fête donnée pour John Huston. C'est Sam Shaw, un ami commun, qui m'a présenté à Marilyn. Elle m'a regardée et m'a dit « Vous avez fait du beau travail avec Marlène. Imaginez ce que vous pourriez faire avec moi. » J'ai trouvé ça merveilleux. Il se dégageait d'elle une vraie naïveté, mais en même temps, elle avait le sens de son image. Elle savait parfaitement se vendre. Je suis sûre qu'elle a tout de suite senti ce que nous pourrions faire ensemble. Un jour, une nuit plus tôt, vers 4 heures du matin, elle m'a appelé pour savoir si j'acceptais de la rejoindre à 10 heures du matin à l'aéroport. J'aurais droit à un reportage exclusif car elle voyageait seule avec son coiffeur. Yves avait cette délicatesse qui, je pense, lui a permis de gagner la confiance d'autres actrices, notamment celle de Joan Crawford. On n'attend pas d'une actrice qu'elle soit elle-même, mais plutôt qu'elle corresponde à un fantasme. Donc Joan Crawford a autorisé Yves à photographier les coulisses de la création de cette image de Joan Crawford que le public réclamait. Elle voulait révéler au monde l'envers du décor. Ce n'est pas si facile quand on vous dit « Venez donc à ce dîner, passez à notre vente de bienfaisance ». Il faut des heures de préparation pour obtenir cette image. Et une fois de plus, Yves a révélé un aspect du comportement humain, mais sans porter aucun jugement. C'était à Chicago durant une escale qui s'éternisait. Marilyn est allée aux toilettes et comme je suis une femme, je l'ai suivie. Je n'avais pas l'intention de la photographier, mais elle était si belle avec sa jupe relevée sur ses petites jambes potelées. J'avais toujours pensé qu'elle était mince. Elle avait cette merveilleuse capacité à se faire plus grande qu'elle n'était. Cette photo est tellement intime et j'aime à penser que Yves était si proche d'elle, que Marilyn lui faisait tellement confiance. Cette photo, pour moi, c'est la quintessence de la photographie. Je l'ai photographiée sur une période de 10 ans. La plus courte de nos séances n'a duré que 2 heures et la plus longue 2 mois, sur le tournage du film The Misfits de John Huston. Arthur Miller avait écrit une nouvelle dans laquelle il racontait l'histoire de 3 hommes qui travaillaient dans le désert et capturaient des mustangs qu'ils vendaient ensuite pour faire de la nourriture pour chiens. C'est dans ce cadre sauvage qu'apparaît Marilyn. Clark Gable et Marilyn étaient le couple vedette. Il y avait aussi Montgomery Clift, Eli Wallach. Le film a été conçu dans le but de donner enfin un rôle sérieux à Marilyn. Non, Les Misfits est totalement exceptionnel sur plein de points. Mais quand le film a commencé à se tourner, personne ne pouvait savoir à quel point ça serait un film exceptionnel. Le tournage du film The Misfits est un cas unique dans l'histoire des relations entre la photographie et le cinéma. 9 grands photographes de Magnum Photo vont suivre ce tournage chaotique durant les 3 mois de l'été 1960 à Reno et dans le désert du Nevada, se succédant 2 à 2 toutes les 2 semaines. Cet accord exceptionnel n'était pas uniquement le fait des liens de John Huston et de l'agence, mais revient à l'initiative de Lee Jones, à l'époque responsable des projets spéciaux du bureau de New York, qui a eu le pressentiment que ce film au casting de rêve mériterait une couverture exceptionnelle. Et c'était la première fois dans l'histoire du cinéma où une agence obtenait l'exclusivité, alors que toute la presse du monde aurait voulu être là. Alors il a obtenu aussi pour une raison simple, c'est que Marilyn, elle était mal en point déjà, enfin, au début du tournage, et si elle avait vu arriver des photographes du monde entier, elle aurait craqué. Les 2 premiers photographes à arriver à Reno sont Inge Morat et Henri Cartier-Bresson. Cartier-Bresson, ça ne l'intéressait pas du tout. Et puis il a entrepris un voyage aux États-Unis l'année du tournage des Misfits.
Et donc, je pense que Lee Jones et tous les autres à Magnum lui ont dit « ça serait bien, on a l'exclu sur ce tournage, ça serait bien que tu viennes, il y a Marilyn Monroe, etc. etc. » Donc il est allé sur le tournage, il n'est pas resté très longtemps, mais il a fait beaucoup de photos et il a fait un portrait de Marilyn Monroe qui est très très beau. Sa définition du portrait, qui est l'idée de saisir le silence intérieur d'une victime consentante, on voit vraiment dans la photo de Marilyn Monroe son silence intérieur. So all of this was exotic. And naturally, this being such an American movie was also exotic to us. So in a way, we approached it from our very European point of view. Arthur Miller a donc épousé Inge Morath, qu'il a connue sur le tournage des Misfits. Arthur Miller était encore marié à Marilyn Monroe, mais c'était en train de se déliter totalement. C'est hallucinant ce qu'on voit dans les photos de ce tournage. Des scènes privées, en fait, des scènes... Ça veut dire que tout était destroy, et du coup tout était possible. Un photographe pouvait rentrer et faire la scène de ménage, enfin, qui avait lieu à côté, quoi. Donc ça a évidemment beaucoup joué. Et ils l'ont senti, ça, que tout allait mal. Le chaos qui régnait sur le tournage était dû au constant retard de Marilyn, à sa nervosité et à sa grande détresse de façon générale. Quand les acteurs arrivent, ils sont tous en très très mauvais état. Clark Gable n'est pas en mauvais état, mais il est très vieux. Et Marilyn, ce film se trouve être son dernier film, et elle le fait en très très mauvais état. Ce n'est pas le sex-appeal de Marilyn qui m'a attiré, mais sa fragilité. C'était une artiste qui luttait contre la dépression. Il y a cette photo que j'ai prise d'elle avec Houston qui m'a mis mal à l'aise. Elle souffrait beaucoup. Monty Clift était un peu comme elle. Les acteurs que Dennis trouvait les plus humains sortaient souvent de l'Actors Studio à New York. Ils essayaient de rester eux-mêmes à Hollywood où tout le monde porte un masque. Et Monty Clift ne jouait pas ce jeu-là. Homosexualité qui s'interdisait de faire savoir, névrose absolue, drogue, lui il avait tout à la fois, quoi. Et c'est magnifique, parce qu'évidemment la scène dans l'arrière-cour où ils sont tous les deux complètement destroyés, et parce qu'ils étaient réellement destroyés. Et Houston détestant les homosexuels, donc en plus c'était pas simple pour eux le rapport avec Houston. Sometimes, the work is so, you try to be true, and you feel sometimes it's on the verge of a kind of craziness, but it isn't really craziness. It's really getting the truth part of yourself out, and it's very hard, I mean, it's not easy, let's say. Marilyn, comme toutes les stars, elle contrôlait les images qu'on pouvait montrer d'elle. Sur les photos qu'elle ne voulait pas voir diffusées, on voit tout ce qui la menace. C'est-à-dire pour elle, la beauté n'était pas donnée, n'était pas acquise, et qu'est-ce qu'il a fallu de travailler d'efforts pour qu'on ait une autre image que ça, quoi. Cette lutte l'a tuée. Être toujours une image, à un moment, ça tient plus, quoi. Et c'est le film où ça tient plus. Yes, I think we all used her. I don't think there's any question about that. On l'a tous utilisé, cela ne fait aucun doute. Quand on est photographe, on doit accepter le fait qu'on a besoin de l'image des autres. Bien sûr, sans la photographie, Marilyn n'aurait jamais été Marilyn. On ne l'aurait jamais vue, car c'est ainsi que beaucoup de gens l'ont découverte. C'est un cercle vicieux, tout le monde utilise tout le monde. Elle m'a utilisé pour l'aider à aller là où elle voulait aller, moi et des centaines d'autres. Je n'étais pas unique. Je n'étais unique que dans le sens où elle me faisait totalement confiance. Les photographes qui ont travaillé sur ce tournage n'étaient pas des paparazzis. Nous étions des photographes Magnum. Personne ne cherchait à nuire ni à créer un scandale. Je ne pense pas qu'il y ait eu des gens comme ça parmi nous. Le tournage des Misfits s'achève le 4 novembre 1960. Le lendemain, Clark Gable est victime d'une crise cardiaque, dont il décédera quelques jours plus tard. Rarement la frontière entre la fiction et la réalité fut aussi mince, et la proximité entre les photographes et les stars aussi grande. C'est un film bascule, quoi. C'est-à-dire que le cinéma hollywoodien ne sera jamais plus la même chose qu'avant. C'est terminé, quoi. Donc il a filmé en même temps la décomposition d'un système. Concurrencé par la télévision, le système des studios s'est essoufflé. Et bientôt les grands magazines suivront. Pour Magnum et le cinéma,
une page se tourne. A little bit further, a little bit further, that's it. Now get your hand up near your face, near your face. I'm shooting in very, very close on your head now. Keep your hand near, that's it. C'est la fin d'une époque en Amérique et celle du renouveau pour le cinéma européen. À Londres, David Hearn reprend le flambeau. Ce qu'on appelle les années 60 a commencé en réalité à la fin des années 50. C'est un mouvement culturel auquel j'ai participé activement. À cette époque-là, je connaissais tout le monde. Son amitié avec un grand publiciste de l'époque, Tom Carlyle, lui ouvre la voie du cinéma. Dès que Tom travaillait sur un film intéressant, il m'appelait et j'y allais. C'est comme ça que j'ai fait James Bond. Et comme il s'est occupé de la publicité pour Barbarella, j'ai également travaillé sur ce film. Le seul film connu que j'ai fait sans lui, c'est les Beatles. J'ai adoré faire ce film, car je n'avais pas à photographier ce qui se passait devant la caméra. Ce qui m'intéressait, c'était la réaction des fans. L'hystérie était telle que quand on était en voiture, on ne pouvait pas s'arrêter. On était obligé de brûler les feux rouges. Si on s'arrêtait, on ne pouvait plus redémarrer. Une autre chose intéressante, c'est que j'avais, je crois, un bon sens journalistique. Je savais qu'il y aurait des personnes plus âgées. Sur la plupart des photos, on voit des gamines. Mais je trouvais fascinant que des grands-mères soient là aussi. Et presque inconsciemment, j'ai pris plus de photos de mamie qu'il y en avait en réalité, car je trouvais que c'était important. Et pendant que la vague Beatles déferle sur le monde, le cinéma d'auteur fait sa révolution. Godard, une première. À ce moment-là, ça se déplace en France, et notamment avec la nouvelle vague. Godard, deuxième. Le son était mauvais la première fois, c'est la télé. Et là, tout change. C'est-à-dire que là, le rapport au cinéaste n'est plus du tout le même, et qu'il faut, si on va photographier chez Truffaut ou chez Godard, ça n'a plus rien à voir avec le système hollywoodien. Il faut obtenir autorisation gentiment, etc. Et surtout, les situations de tournage ne ressemblent absolument pas à ce que Magnum avait connu à l'époque, disons, hollywoodienne. Et du coup, la photo aussi doit bouger. En Europe, le réalisateur a pris le devant de la scène et vole désormais la vedette aux acteurs. Quant aux nouveaux venus à Magnum, ils tiennent sans doute davantage que leurs prédécesseurs à cultiver un regard photographique personnel. C'est donc naturellement qu'ils vont se tourner vers les cinéastes. Et là, ça s'éparpille, mais c'est normal, parce qu'il n'y a rien qui centralise tout ça. C'est pour ça que c'est assez chaotique, finalement, le stock de photos cinéma de Magnum, parce que ça a toujours été des fils individuels. La période est parsemée de rencontres singulières entre photographes et cinéastes. Nicolas Tikhomirov se noue d'amitié avec Orson Welles. Constantine Manos suit Elia Kazan pendant le tournage de son film le plus personnel, America America. Et Bruce Davidson, qui vient de passer 2 ans dans une rue de Harlem pour témoigner de l'extrême pauvreté de la communauté noire de New York, est engagé par Michelangelo Antonioni pour suivre le tournage de son premier film américain, Zabriskie Point. Il m'a dit quelque chose de très intéressant. J'aimerais que tu fasses une photo qui te plaise. J'ai appris qu'il y avait dans le coin une espèce de lac préhistorique asséché et j'y ai fait des photos de nus de Daria et Mark. J'étais totalement libre de faire ce que je voulais et ces photos avaient un petit côté Antonioni. C'est peut-être pour ça qu'il m'a fait confiance. Il savait que j'étais un artiste à l'affût de la vie. C'était quelque chose qu'il comprenait en tant qu'artiste. Les années 70 vont marquer un nouveau tournant. Et le lien avec le cinéma semble se dénouer un peu plus. Quand l'argent a commencé à manquer sur le cinéma d'auteur, les producteurs ont dit « ça ne sert à rien d'avoir un photographe de plateau qu'on va payer pendant tout le tournage, alors qu'il y a des agences qui attendent que ça. » À un moment où Magnum a sans doute un peu s'est distancié des plateaux, il y a des agences qui ont pris ce territoire-là comme un marché. L'intérêt du public pour l'image des stars n'a pas diminué, bien au contraire. Mais ce sont désormais les paparazzi qui fournissent les magazines.
une approche qui est à l'exact opposé de celle des photographes de Magnum. Donc à ce moment-là, ils ont été absents des plateaux, absents de ce marché en plein essor, à un moment où au contraire la presse magazine People, qui consommait énormément ça, était en plein boom. Donc ils n'ont pas été à cet endroit-là. Très bien, ils n'y étaient pas, ça ne leur correspondait pas et ça ne leur manquait pas. Malgré leur absence des plateaux, le cinéma nourrit l'imaginaire de la photographie. Des cinéastes qui ont développé un univers visuel très personnel vont exercer une influence considérable sur certains photographes. C'est le cas de Georgi Pinkassov, qui découvre l'art et la spiritualité à travers le regard d'un immense cinéaste russe, Andrei Tarkovsky. Vous comprenez une chose, quand j'étais même en armée, ça m'était intéressé la vie spirituelle. Parce que c'est beaucoup de choses qui étaient interdites complètement à l'Union soviétique. Et ces premières choses qui m'ont donné ce choc, c'était Solaris. Mais à ce moment, j'ai reçu un message incroyable. Après le film, donc moi, j'ai voulu réfléchir, mon réaction. Si j'étais poète, j'ai écrit poésie. J'étais musicien, j'ai écrit musique. Et je ne savais pas que photo. C'est ma première photo spirituelle, après Tarkovsky, si vous voulez. Et cette photo que j'ai voulu lui montrer. Parce que tout le monde qui j'ai montré, il a dit « Ah, c'est ressemble à Tarkovsky », il a dit. C'est le même esprit. Finalement, j'ai fait connaissance avec une dame qui travaillait dans le musée, à Mosfilm, mais elle connaissait bien Tarkovsky. Et je posais la question, est-ce que vous pouvez montrer mes photos de Tarkovsky? Il était volontiers, facile, demande son anniversaire, je vais là-bas. Il l'a importé, il est revenu, il dit, il aimait. Finalement, on a fait connaissance. Finalement, il a dit, vas-y, si tu veux travailler, vas-y, entre. Je sais pas, j'ai eu chance d'entrer dans son studio, mais j'ai fait photo, j'ai montré, lui, il aimait. Donc j'ai voulu qu'il les répète pour moi. Bon, pas du tout, il n'a pas répété. J'ai dit, vous aimez mes photos? Il a dit, c'est pas photo, il a dit pour moi. Il dit, mais c'est quoi pour vos photos? C'est Cartier-Bresson, il a dit, mais qui est-ce? Je ne savais pas qui est-ce. C'est comme ça, elle m'a convaincu d'être reporter. Donc c'est deuxième la chaîne de ma vie de Tarkovsky chez Cartier-Bresson. Et finalement, c'est deux. Pour moi, c'est deux qui est important. Esprit et respecter les réalités. Ça, c'est aussi le côté fécondation des cinéastes. Il y en a plus qu'on croit. Et à Magnum aussi. Parce qu'on dit toujours que Magnum, c'est des gens, c'est des purs documentaristes, ils sont que sur le réel. Mais c'est pas vrai. Toute mon influence, elle vient de la place Wilson à Toulouse. Je veux dire, les films de sous-marins, ce noir et blanc, une sorte de dramaturgie un peu grandiose comme ça. Mais même, je veux dire, quand je pense à Salgado, par exemple, je sais que les 10 commandements, comme beaucoup de réalisateurs, c'est là, l'ouverture de la mer Rouge, il y a à peu près tout Salgado là-dedans. Mais plus on avance, plus il y aura cet aspect assez qui se réfère au cinéma. Ici, effectivement, là, on est dans Stalker. On peut même être dans la maison détruite de la fin de Solaris. Évidemment, le cinéma, c'est une façon de décoller du réel, y compris dans des images documentaires. Ça va être aussi une ligne importante de Magnum. Moi, je pense le cas de Zachman est magnifique, puisque Zachman, il va à Turin, au festival de cinéma, et il voit plein de films chinois, et ça rentre, il avale tout, quoi. Et il avale des images. J'ai vu des films qui se passaient à Shanghai, donc dans les années 30, au moment des concessions, donc dans un univers visuel à la croisée de l'Orient et de l'Occident, en fait. C'était très expressionniste. Donc visuellement, voilà, c'était très fort. Quand j'ai commencé toute ma recherche sur la diaspora chinoise, je recherchais inconsciemment les images de ces films-là. Et c'était en noir et blanc déjà, je travaillais en noir et blanc et je cherchais toujours des images un peu souterraines, intimes ou les bas-fonds. J'ai beaucoup travaillé sur la mafia chinoise, les triades, notamment à Hong Kong ou à New York. Enfin, ce qu'il voit en Chine, c'est ces images qu'il avait vues dans les films de fiction qui reviennent dans la réalité. Je fais mon premier voyage, je décide d'y aller. Et je le fais d'ailleurs puisque c'est vaste, je connais rien de la Chine, je me suis dit, voilà, par le biais du cinéma. Bon, ça c'était une expérience parce que j'avais pas l'habitude et c'est vrai que c'est difficile de trouver sa place. Les photographes de Magnum, ils sont jamais allés dans l'enthousiasme, faire des photos de plateau ou des photos de cinéma. Je pense qu'ils avaient l'impression que ça diminuait considérablement leur liberté.
Ils photographiaient un monde déjà mis en scène. Et leur marge à eux d'intervention photographique, elle était plus petite. On profite, entre guillemets, de la lumière d'un chef-op ou d'un directeur de la photographie. Par exemple, sur le tournage de Chen Kaige, Templess Moon, il y avait un très bon, d'ailleurs, directeur de la photographie, Christopher Doyle, et qui a fait un vrai travail de lumière. Donc nous, on profite, entre guillemets, de ça, et c'est pas notre œuvre, quoi. Donc, moi, j'aime qu'à moitié ça. Donc c'est pour ça que je m'intéressais davantage au hors-champ, à ce qui se passait autour, aux scènes véritablement tournées, quoi. Et le cas le plus beau, c'est Koudelka, sur ça. Koudelka qui part dans les bagages Angelopoulos pour faire un tour de la Grèce, alors qu'il a suivi le tournage entièrement. Il n'y a aucune instrumentalisation, et lui ne se donne aucune obligation de filmer le tournage. Je me souviens qu'un jour, je suis passé à Magnum. On m'a demandé si je voulais participer à un tournage. J'ai dit non. Ils sont revenus vers moi et ils m'ont dit « Écoutez, ils ne veulent pas de photos de plateau. Ils voulaient que je photographie les pays qu'ils allaient traverser. C'était un film avec très peu de monde, 6 personnes environ. On devait voyager à travers les Balkans dans un petit bus pendant l'hiver. Ça fait 45 ans que je voyage. Je ne me suis jamais arrêté dans un endroit plus de 3 mois. Je sais que si je m'arrête trop longtemps, je deviens aveugle. C'est-à-dire que finalement, le tournage, c'est un véhicule. Ça lui permet de traverser des choses, mais il ne prend pas ce que prend Angelopoulos. Je pouvais voyager avec eux. Je pouvais me lever le matin, dire au revoir et rentrer le soir à l'hôtel. Je m'étais juste promené. C'est comme le chien qui s'écarte de la meute. C'est-à-dire il y avait la meute qui avançait et lui, il regarde à côté, il photographie les trucs qui se passent, etc. C'est très beau. Angelopoulos et moi, on voyait la même réalité, même si on recherchait quelque chose de différent. C'est intéressant de voir comment des médias et des hommes différents peuvent saisir une même réalité. Il me disait, je t'ai observé. Tu pas seulement sélectionnes, mais tu regardes autre chose. Kundera a écrit dans Immortalité, la mémoire ne filme pas, la mémoire photographie. Les gens se souviennent des photos, elles marquent les esprits. Ce sont vraiment des photos de Koudelka, même si certaines ont été prises sur le plateau. C'est l'un des miracles de la photographie. Comment expliquer ça? Tout ce qu'on a, c'est une boîte avec un trou devant. En théorie, on ne devrait avoir aucun contrôle là-dessus. Mais quand on regarde une photo de Cartier-Bresson, on sait que c'est une photo de Cartier-Bresson. Quand on regarde une photo de Koudelka, on sait que c'est une photo de Koudelka. Il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire là-dedans. Je pense que en cinéma, on dirait c'est d'abord des auteurs. Ouais, ils n'essayent pas de se mettre dans le regard du chef-op. Ni du réalisateur, c'est leur regard à eux sur ce qui se passe. Il y a tous les à côté qui sont extraordinaires. Ça n'a rien à voir avec le domaine de la représentation. Ce sont des gens, des acteurs, des caméramans, des preneurs de son qui sont là, qui font un travail. Et c'est ça qui est fascinant en photographie. Et leur relation avec les acteurs, évidemment, c'est un monde qui est artificiel. Mais
En même temps, c'est un vrai monde. C'est très riche de comprendre la nature humaine dans des circonstances un peu spéciales. Quand même. Un plateau de tournage, c'est quand même plutôt quelque chose de spécial. Le gars est en train de lui expliquer je ne sais trop quoi, là, avec la gorge et tout. Chacun son style, mais au moins, un, c'est visuel. Deux, il y a une intensité incroyable que je ramasse. Nous, on est aussi une machine à ramasser, plus ou moins habilement, plus ou moins esthétiquement, plus ou moins sensiblement, mais une des fonctions du voyeur, avec un V majuscule et digne, etc., c'est quand même ça. Sur le plateau, c'est quand même un privilège d'être là en direct si on n'est pas trop couillon, quoi. Si on reste soi-même avec sa curiosité de jeune chat. C'est très bien qu'on ait pu documenter ce film, même si ce n'est peut-être pas nécessaire pour tous les films hollywoodiens. Mais certains films se prêtent vraiment à cela, à un regard qui va au-delà de la simple narration du film. C'est merveilleux de revoir ces photos après combien de temps? 20 ans? Ça ne ressemble pas à des photos de cinéma. Et ça, pour moi, c'est fantastique. Ce sont simplement des photos. Ça, c'était à Belgrade. La scène avec le train et les chevaux. C'était juste une salle d'attente dans une gare. C'était très beau, ces gens qui fument. Ils ne faisaient même pas partie du film. Ils étaient là ce jour-là. C'est tout. C'est un héritage fantastique. On voulait poursuivre ce travail, continuer dans cette direction. Mais aujourd'hui, les studios sont totalement contrôlés par la publicité. Je ne pense pas qu'on puisse encore travailler comme ça aujourd'hui. En général, quand on photographie des célébrités, de grands acteurs, on fait ça en studio. Ça fait des années que ça fonctionne comme ça. On loue un studio et une équipe de maquillage, c'est ce à quoi les acteurs s'attendent. On a voulu bousculer un peu ces règles. On a donc engagé Paolo Pellegrin pour réaliser nos portraits de grands acteurs pour l'édition des Oscars. Elle a placé la barre très haut. Elle m'a dit « Paolo, je veux que tu réinventes le genre. » Ok, merci Cathy. C'est plus facile à dire qu'à faire. Quand on est dans ce monde, on ne peut pas réussir ce genre de choses sans avoir l'accord des intéressés. On ne peut pas faire un reportage sur Kate Blanchett, Kate Winslet ou Robert Downey Jr. s'ils ne sont pas assez courageux pour dire « Ok, venez, je prends le risque de me montrer tel que je suis. » Et pour ce projet, on a réussi à obtenir leur accord, ce qui n'était pas évident car à l'époque, Paolo était surtout connu pour ses photos de guerre. Et il n'y avait rien dans son travail qui aurait pu faire dire à un acteur « J'aimerais vraiment être photographié par ce type. » Elle m'a choisi pour mon travail. Donc je ne devais pas chercher à faire autre chose. Mais au contraire, me concentrer sur mes valeurs. Et ces valeurs sont basées sur un intérêt sincère pour les autres, qui certainement transcende le concept de célébrité. Je leur ai montré mes photos en leur disant que j'avais travaillé jusque-là dans un contexte très différent. On a commencé à discuter. Sean Penn m'a dit « Allons faire un tour ». On est monté dans sa belle voiture et on a roulé. Il m'a parlé des narcotrafiquants du Mexique, moi de Gaza et des Palestiniens. La séance ne devait durer qu'1 heure. Finalement, on a passé la journée ensemble. Quand il va chez Sean Penn ou chez Brad Pitt, bien sûr, il est accrédité. Mais il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il y a des limites. D'un autre côté, je suis encore impressionnée par la liberté qu'il a eue avec Kate Winslet. J'adore le fait qu'elle ait eu le courage de se faire photographier avec des bigoudis. Et évidemment, elle est sublime. Travailler avec elle a été une expérience singulière, parce qu'elle a apporté quelque chose d'unique. Il émane d'elle une lumière très particulière, qui n'appartient qu'à elle. Je lui ai dit que je ne voulais pas la diriger, que je n'avais pas d'attente précise. Je voulais juste qu'elle reste dans son monde. Elle l'a fait de façon incroyable.
Au fil de la séance, ça s'est transformé en une sorte de lutte. Elle était vraiment extraordinaire. Il y avait presque une dimension spirituelle dans cette chambre d'hôtel. Ça venait peut-être aussi du lieu, de cette chambre rouge, de cette lumière chaude de New York qui filtrait par la fenêtre, et de sa capacité à rendre ces instants éternels. Ça a vraiment été un moment très particulier. What Paolo did is truly, a majestic work. Paolo a fait un travail magnifique. On peut dire que c'est l'œuvre d'un photographe au sommet de son art. Moi, j'ai fait un boulot honnête, mais beaucoup de choses m'échappaient. Chaque photographe a son style. Peter Van Achtmael est plus direct. Il cherche à capter une image en accord avec ce qu'il voit. Il y a une certaine subtilité dans son travail. Souvent, chez lui, les gens sont plus petits dans le cadre. Et il a réussi à préserver cette approche dans son travail sur Jeff Bridges. Ce qui est très intéressant parce que Jeff Bridges est un acteur célèbre, imposant, très beau. Il a réussi à faire des photos où il a l'air d'un type ordinaire à l'aéroport. On pourrait presque ne pas le reconnaître. J'aime qu'il soit intéressé par les choses ordinaires. Et très souvent, par la force de son regard, ça devient extraordinaire. Mais c'est juste la vraie vie. Je n'ai pas un intérêt particulier pour Hollywood. Mes photos ne cherchent pas à imiter les codes de ce qui a été créé autour de ces gens, cette sorte de culte de la personnalité. Personnellement, je ne comprends pas. Un bon portrait de star, c'est un portrait qui a l'air plus vrai que les autres, qui semble si authentique qu'on a l'impression de comprendre cette personne. Je crois que c'est ce que l'on cherche dans les portraits en général. Quelque chose qui ne soit pas qu'une pose, quelque chose qui leur échappe et qui nous donne accès à cette part de vérité. C'est très difficile d'obtenir ça d'un acteur. Ils sont photographiés à longueur de journée, ils sont filmés, mais certains photographes réussissent à s'approcher d'un peu plus près, à saisir quelque chose d'un peu plus vrai. Le souvenir des premiers pas de Magnum à Hollywood a incité Cathy Ryan à convier une nouvelle génération de photographes à immortaliser les grands acteurs d'aujourd'hui. Elle renoue ainsi avec ce regard complice, ce petit supplément d'âme qui fait des photos de cinéma de Magnum des incontournables, tant de l'histoire du cinéma que de l'histoire de la photographie. On était tous dans le studio prêts à commencer la séance. Tom est arrivé vers moi en me disant « J'ai oublié l'arme, on n'a pas d'arme ». On était là dans mon studio sans le flingue. Et tous ces gens spécialement venus des États-Unis pour cette photo. Puis j'ai dit « Mon Dieu, on a de la chance ». En ce temps-là, je m'entraînais au tir et j'avais une arme à air comprimé. Je lui ai dit que personne ne ferait la différence, qu'il suffirait de faire des retouches pour l'affiche, on y verrait que du feu. Et voilà Mr. Bond qui pose avec son pistolet à air comprimé. Mais bien sûr, ils ont oublié de faire les retouches. Résultat, sur l'affiche, Sean Connery tient un pistolet à air comprimé. Le monde du cinéma est dingue.